votre invitation. Donc moi, je vais vous parler de microscopie ultrasonore. Donc on n'est pas complètement dans le même registre, mais vous verrez, c'est, il y a beaucoup de physique en fait qui se ressemblent. Hem, je suis vraiment épaté, Tristan, par tes talents de physicien, parce que, on va t'embaucher pour enseigner la physique à nos étudiants. Donc, je vais juste vous, dire quelques mots en fait sur, qui on est. Donc notre institut, Physique pour la médecine, c'est un institut qui est, composé de physiciens, principalement, donc dirigé par Mickaël Tanter et voilà, ça c'est pour les 10 chercheurs, permanents, dans notre équipe, donc sur différents, domaines, hein, donc, en thérapie non invasive par ultrason, imagerie, neuroimagerie, imagerie cardiovasculaire, hem, machine learning, intelligence artificielle et biologie. Et donc aujourd'hui, on est situé dans un nouveau campus, qui s'appelle Paris Santé Campus, qui a été créé, pour, justement promouvoir en fait la recherche, sur la santé numérique. C'est très proche de l'hôpital, Pompidou, là, c'est à 5 minutes, hein, dans le 15e. Auparavant, en fait, on était dans le centre de Paris, donc à l'Institut de la Vision et en fait, initialement, nous, on vient d'une école d'ingénieurs qui s'appelle, l'ESPCI, à l'École supérieure de physique chimie de Paris. C'est toujours notre tutelle aussi, et donc c'est pour ça qu'on est vraiment un background de physicien. Donc nous, dans notre équipe, ce qu'on fait, c'est qu'on développe des concepts qui viennent de la physique fondamentale et principalement de la physique des ondes, vous allez voir. On crée des technologies, innovantes parce qu'on a besoin de nouvelles technologies pour aller, développer ces concepts. Donc à la fois dans le domaine de l'imagerie, de la thérapie, de capteurs connectés et les applications, bah, c'est très varié, hein. C'est dans tous les domaines de la médecine, oncologie, cardiovasculaire, neurosciences, mais toujours avec, les mêmes outils en fait, qui sont, principalement, des ultrasons. Alors on a la chance de pouvoir travailler avec, beaucoup de centres, cliniques sur Paris, en région parisienne. Donc ça, c'est tous les centres avec lesquels on travaille. Donc, soit on a des collaborations avec eux, soit on a des systèmes, qu'on fabrique en fait, qui sont, disséminés dans ces différents, hôpitaux suivant les thématiques, hein. Hem et voilà, donc on est à Paris Santé Campus, comme je disais, qui est juste à côté là de Pompidou, en bas dans le 15e. On a aussi en fait un historique assez, fort en fait de tout ce qui est transfert industriel et pour aller vers des systèmes cliniques. Au bout d'un moment en fait quand les recherches, vraiment, aboutissent en fait à des preuves de concept sur l'homme, après ben, soit on transfère ça vers l'industrie, soit on crée, souvent des startups. Ça c'est quelques exemples de startups qui ont été créées. Une startup qui a été créée là, il y a un certain temps, c'est Ecosens, que vous voyez ici là, qui fabrique le FibroScan. Le FibroScan, c'était le premier appareil, qui permet de palper en fait le foie, et de donner, un grade de fibrose hépatique, non invasif. On a également, créé une startup qui s'appelle Supersonic Imagine, qui a développé le premier système d'échographie, ultra rapide et qui permet de faire des images à plusieurs milliers d'images par seconde, hein, du corps humain. CardiaWave, c'est dans la thérapie. Alors, c'est la thérapie des valves cardiaques par ultrason, complètement non invasif, hein, pour aller assouplir les valves calcifiées. Iconeus, c'est une société qui développe le premier système d'imagerie fonctionnelle du cerveau, par ultrason, un peu l'équivalent de l'IRM, mais avec des sondes, échographiques. Et puis, récemment, là, c'est une startup Imiosound, qui développe un système pour aller, quantifier la rigidité, du, myocarde. Donc, très très similaire à ce que Tristan a montré sur les artères, mais au niveau du myocarde. Alors, la thématique générale, en fait, dans le laboratoire, c'est de casser, en fait, des frontières en imagerie échographique. Là, si vous voyez, en fait, c'est des images échographiques, à travers le temps, comme ça, dans les années 80 jusqu'à 2013, ça date un peu. Maintenant, on a des belles images 3D. Et ben, en fait, la qualité de ces images, elle va en s'améliorant. On a des images qui sont de plus en plus belles, mais la physique, en fait, qui est derrière n'a pas évolué. En fait, ça n'a pas changé du tout. Et cette physique, elle impose, bah, des limitations, qui sont, par exemple, la résolution temporelle. Donc la résolution temporelle, de l'échographie, c'est à peu près 50 images par seconde, donc c'est temps réel, mais on ne peut pas aller plus vite, notamment pour voir des phénomènes beaucoup plus rapides. La résolution spatiale, c'est de l'ordre du millimètre.
Donc, ce qui est bien pour voir, c'est comme si on voyait le corps humain avec nos yeux, hein, c'est à peu près la même résolution. Et puis, une dernière limitation importante, c'est aussi la sensibilité, de l'imagerie Doppler. L'imagerie Doppler, c'est super pour voir les flux rapides. Alors pas trop rapide quand même, mais il faut que ça soit rapide et des flux de plusieurs centimètres par seconde. Mais en dessous, pour des flux, beaucoup plus lents, on a beaucoup de mal en fait parce que, on a du mal à séparer les mouvements du tissu et les mouvements, du flux. Alors, nous, on a travaillé en fait sur vraiment tous ces aspects, donc en créant un système d'imagerie qui peut aller jusqu'à 10 000 images par seconde, en créant aussi la première méthode qui permet de voir des détails, vasculaires, de l'ordre du micron, hein, de la microscopie et puis, en abaissant, drastiquement en fait le seuil de sensibilité, de l'imagerie Doppler. Donc je vais vous parler surtout des 2 derniers points ici. Pour le premier point, en fait, l'idée, c'est d'imager le corps humain à très, très haute cadence, c'est de voir des phénomènes très rapides comme l'onde de Poux, mais pas seulement. On peut, en fait, par ultrasons, aller créer des ondes à l'intérieur du corps humain depuis la sonde échographique. Donc, c'est ce qu'on fait ici. En fait, on utilise la sonde échographique pour aller faire une petite pichenette à l'intérieur du corps humain. Alors, cette pichenette, on ne la voit pas, hein, mais en fait, on peut la détecter et quand on détecte avec de l'imagerie à très, très haute cadence et ben, on voit qu'il y a une onde qui se propage, c'est qu'on appelle une onde de cisaillement et qui, dans la vitesse, est proportionnelle à la rigidité, donc qui me permet de quantifier la rigidité, et donc c'est un paramètre, comme vous l'avez vu, c'est un paramètre, mécanique très, très important dans énormément de maladies et de pathologies. C'est souvent le 1er signe clinique, hein, la rigidité qui change. Et par exemple, dans le cas du cancer du sein, vous voyez qu'en échographie, c'est souvent très compliqué en fait de d'aller, différencier, des tumeurs, donc malignes ou bénignes ici. Et là, vous voyez, quand on rajoute en fait une quantification de la rigidité en couleur, en bleu, c'est une rigidité très, très basse, c'est quelque chose qui est très mou. Vous voyez qu'en fait, cette tumeur, elle est très, très molle. C'est un fibroadénome, alors que cette tumeur ici, elle est très rigide, et très, très hétérogène. Donc en rouge, là, c'est des choses qui sont très rigides et on a un carcinome, malin ici. Alors, dans le domaine du flux, l'imagerie ultra rapide est aussi très intéressante parce que de pouvoir avoir une vision, très, très rapide en fait de ce qui se passe, ça permet d'imager par exemple des tissus en mouvement, comme, ça c'est le myocarde ici et d'arriver à séparer le mouvement du tissu du mouvement du flux et vous voyez qu'on peut voir ici les flux, des coronaires, donc des coronaires qui pénètrent ici dans le myocarde, hem, un compartiment qui normalement est jamais visible, par échographie. En échographie, on peut au mieux voir les grosses artères épicardiques ici, mais jamais en fait ces vaisseaux-là. Et donc ça permet, avec une bonne cadence, d'imagerie, également une bonne résolution spatiale, hein, c'est la résolution spatiale des ultrasons. On voit des vaisseaux ici qui font quelques centaines de microns, donc que ça soit des flux veineux ici, heu, pendant la systole ou, ici des flux artériels ici pendant la diastole, heu, les différents vaisseaux et ramifications, donc jusqu'à une centaine de microns. Par contre, on ne peut pas voir les flux, dans des vaisseaux plus petits, parce qu'on est limité par la résolution, des ultrasons. Hem On a appliqué cette technique, pour l'imagerie cérébrale. Alors pour l'imagerie cérébrale, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir donc les flux sanguins, dans un cerveau. Ça, c'est un cerveau de souris ici. Donc en échelle de Gris, on a cette cartographie, des flux sanguins. Mais surtout, on va pouvoir suivre les changements, les variations hémodynamiques, notamment qui sont liées à des tâches, cognitives ou des tâches, des stimulus, comme par exemple ici, ça c'est un stimulus où on est allé, frotter en fait la moustache, de la souris et vous voyez qu'en fait dans le cortex, dans la zone qui correspond, en fait, on a une activation, c'est un afflux de sang par le couplage neurovasculaire. On peut détecter avec une très, très bonne sensibilité. Donc c'est ce que cet appareil, permet de faire et donc c'est un appareil qui peut être utilisé par des biologistes pour imager l'activité, du cerveau. Voilà. Alors par contre, si on veut aller voir des vaisseaux, plus petits et ben là, il faut rajouter quelque chose et c'est une technique qu'on a développée en fait en ajoutant en fait des agents de contraste.
avec de l'imagerie ultra rapide pour créer une technique qu'on appelle microscopie de localisation ultrasonore. Alors le principe, c'est un principe qui vient de l'optique, qui est bien connu en imagerie optique de super résolution. Les techniques comme Storm, F-Palm, etc. permettent vraiment de voir et d'imager à très très haute résolution avec une super résolution les structures cellulaires. Ici, en fait, l'idée, sur cette idée, c'est d'aller pouvoir suivre la trajectoire en fait, et localiser toutes les microbules qui sont dans le réseau vasculaire. Donc ça, c'est une image, un film qui montre un cerveau de souris, comme précédemment. Mais on est allé filtrer en fait, le signal du sang et puis le signal du tissu pour ne voir que les microbules, pardon, les microbules qui sont très écogènes, hein, et on peut les traquer une à une et surtout les localiser avec une résolution qui est bien meilleure que celle qu'on a initialement. Et voilà le genre d'image qu'on obtient. Donc c'est une image du réseau vasculaire, donc artériel, veineux, et c'est la première imagerie de super résolution qui permet ici, vous voyez, de voir l'ensemble de la vascularisation du cerveau. Donc on n'est pas limité par un compromis qu'on a souvent en imagerie. C'est le compromis en fait entre la distance de pénétration, la profondeur de pénétration et la résolution. Donc là, ici, on a une très bonne résolution, même ici, on est à plus d'1 centimètre dans le cerveau d'un rat. L'autre avantage, c'est qu'on a accès aux mesures hémodynamiques. Donc, ici, ça, c'est une carte de vitesse où on a accès, en fait, point par point, à la vitesse des flux dans les différents vaisseaux. Et ça, quasiment jusqu'au capillaire, en fait, jusqu'à une dizaine de microns dans tout le cerveau. Et puis, alors, cette technique, on peut la complexifier un petit peu et la rendre dynamique. Et donc ça, c'est des très beaux travaux là, qui ont été faits par Noémie Renaudin au laboratoire là, pendant sa thèse, pour aller imager, cette fois en dynamique, l'activité cérébrale en regardant vraiment les flux sanguins au niveau microscopique et regarder ce qui se passe quand on a une activation en fait, due à un stimulus de moustache ici. Et vous voyez qu'on peut suivre en fait en temps réel en fait, comment les flux sanguins en fait, vont se modifier dans les petits vaisseaux, parce qu'on sait bien sûr que le couplage neurovasculaire a lieu surtout dans les petits vaisseaux, les plus petits vaisseaux, et donc c'est quelque chose qu'on peut quantifier ici et suivre avec une bonne résolution temporelle. Alors cette technique, on l'a aussi, implémentée en 3D. Donc l'imagerie, échographique maintenant, elle marche en 3D, hein, en utilisant des matrices de transducteurs, avec plusieurs milliers d'éléments. Donc c'est des techniques qui restent assez lourdes, hein, qui reposent ici, c'est une électronique de recherche qu'on utilise au laboratoire pour faire cette, mesure, mais qui nous permet en fait d'imager un organe entier. Ici, c'est sur un petit animal, hein, sur un rat. On image le cœur et on peut reconstruire en fait, tous les flux sanguins, en utilisant, hein, ce tracking de microbules. Donc là, il y a des microbules qui ont été injectées et vous voyez qu'on a une richesse d'informations qui est vraiment, énorme, et on peut descendre en fait à des échelles, de vaisseaux jusqu'à une dizaine de microns à peu près, pour, quantifier ces vitesses. On peut également utiliser, ces techniques pour quantifier des changements, comme par exemple, ici on a injecté de l'adénosine, pour vasodilater, les vaisseaux. Et donc entre la baseline et la vasodilatation, on peut quantifier à la fois des augmentations de vitesse ou de rayon, dans différentes classes de vaisseaux. Donc là, on a été, segmenter en fait les différentes classes de vaisseaux et voir quelle était, l'augmentation du diamètre quand on vasodilatait, et on voit ici, bah, que les plus petits vaisseaux là, 20-30 microns, c'est ceux qui, se dilatent, le plus en proportion, comparé aux plus gros vaisseaux ici. Et on a pu également faire des estimations de débit localement, et comparer ça en fait avec des mesures, globales. Alors ces techniques, elles sont, transférables en clinique. Donc ça, c'est une 1re preuve de concept qu'on a fait à l'hôpital de Genève, il y a quelques années, où on est allé imager le cerveau, de patients, dans lesquels on avait pu injecter des microbules. Donc les microbules, elles sont injectées par voie veineuse. Quand on image le cerveau, bah, l'imagerie, cérébrale, à travers la tempe ici n'est pas de très bonne qualité, mais on arrive ici à filtrer, le tissu et finalement à ne traquer que les microbules,
qui sont dans le réseau vasculaire. Et à partir de ce tracking, on va localiser, mesurer les vitesses et en fait, resynthétiser, reconstruire une carte de, de vascularisation. Donc là, ici, on voit la carte anatomique, donc avec des plus gros vaisseaux centraux, ici, des plus petits vaisseaux qui font moins de 200 microns, hein, ici. Et puis surtout, on accède au champ de vitesse. Donc on peut quantifier ici les paramètres hémodynamiques et, évaluer éventuellement des malformations artério-veineuses. Donc on a fait ça sur des malformations artério-veineuses, des anévrismes et voir en fait finalement accéder à des informations supplémentaires par rapport à ce que le CT, par exemple, l'angiographie CT pourrait nous offrir en accédant surtout en fait aux vitesses. Alors une autre application clinique, une très belle application sur laquelle on a travaillé en collaboration avec Tristan Miraud et Guillaume Goudot, c'est l'application aux patients atteints de Takayasu, donc une vascularite, dans lesquels en fait on a un épaississement de la paroi artérielle ici, et également le développement de l'inflammation en fait dans la paroi avec des néovaisseaux ici, de la microvascularisation dans les parois artérielles. Donc on s'est demandé en fait si, avec les techniques actuelles, comme par exemple le PET, on arrive à identifier, à évaluer l'inflammation ici, mais on n'arrive pas, bien sûr, on n'a pas la résolution suffisante pour voir, directement en fait, ces vaisseaux. Donc on s'est demandé si avec, la technique, d'injection de microbules, d'imagerie, ultrasonore, ultra rapide, on serait capable en fait de faire mieux et peut-être d'aller voir à la fois l'inflammation, mais peut-être directement ces micro-vaisseaux. Donc voilà, donc c'est ce qu'on a mis en place. Alors ça, c'est juste pour montrer un petit peu comment ça se passe. Donc, l'imagerie, en fait, c'est une imagerie de la carotide, qui est très, très, très simple, hein. On pose une sonde, conventionnelle, hein, sur le patient. On injecte les microbules par voie veineuse et puis à ce moment-là, on fait une acquisition, à une cadence ultra rapide, donc de milliers d'images comme ça, et ces milliers d'images, eh bien, ensuite, on va pouvoir les exploiter pour aller identifier, les microbules. Alors il y a pas mal d'étapes, hein, je passe un petit peu les étapes compliquées, mais déjà, on a des problèmes de mouvement, donc il y a la pulsatilité, ça, c'est compliqué, donc il faut gérer ça. Donc on a un recalage à faire, en fait, entre les différentes phases, du cycle cardiaque. Donc heureusement, les données ultrasonores, nous permettent aussi de quantifier le mouvement, donc ça nous permet d'accéder à ces paramètres. Donc à partir de ça, on va sélectionner, certaines périodes, du cycle cardiaque et puis ensuite on va filtrer le tissu et ne garder que les flux, donc carotidiens et puis surtout dans les parois. Et puis à partir de là, on va localiser, les microbules, les traquer pour avoir leur vitesse et puis à la fin, on reconstruit une image, qui donc comporte à la fois le flux, dans le lumen là, flux principal, hein, de l'artère et puis ici dans les parois artérielles, le flux, le microflux, hein, les micro-vaisseaux, qui sont, identifiés. Alors, donc c'est une étude, hein, qu'on a pu faire sur 16 patients, dont, 5 étaient actifs, et vous voyez, en fait, ça, c'est les différentes modalités d'imagerie, sur un même patient, avec le scan CT ici, donc l'acquisition ultra rapide avec les microbules là, qui permettent de voir, ces micro-vaisseaux ici et puis, l'image PET ici qui nous permet d'évaluer, l'activité ici, métabolique dans ces et l'inflammation dans ces vaisseaux-là. Hem, un intérêt aussi de cette technique là, c'est on peut suivre en fait, on peut refaire assez facilement un examen et ça a été fait en fait sur le même patient, à 9 mois d'intervalle. Un patient qui était, initialement pas actif, sur lequel on n'avait pas identifié beaucoup de petits vaisseaux, et puis ensuite, on a observé, ici à 9 mois après, une réactivation de la maladie avec beaucoup plus de flux, dans les parois et donc ça a été confirmé en fait par les autres examens. Hem Alors l'analyse quantitative en fait qu'on peut faire de tout ça, en fait, elle peut se faire à plusieurs niveaux. Donc on peut compter, le nombre de bulles, hein, par exemple. On peut mesurer la vitesse, des microbules, et donc en tirer, des index un peu, quantitatifs. Ça, par exemple, c'est la distribution des microbules, dans la paroi artérielle.
Donc, ce sont des flux, vous voyez, qui vont d'une dizaine de millimètres par seconde jusqu'à à peu près 80 millimètres par seconde. Donc, c'est des flux quand même assez lents, hein. C'est des petits vaisseaux, ici avec un maximum autour de 40 millimètres par seconde. Alors, quand on analyse les différents paramètres qu'on en retire, bah, vous voyez qu'on voit très nettement, hein, la différence entre les patients actifs et les patients qui ne le sont pas. Quel que soit l'index, hein, qui est utilisé, vous voyez, ça c'est le nombre de microbules. Ça, c'est la longueur en fait des trajets, donc ça représente un peu la taille des vaisseaux, enfin la dimension des vaisseaux. Et puis ici, c'est un score de perfusion qu'on a établi à partir de la vitesse uniquement et qui est plus ou moins proportionnel au débit. Mais vous voyez qu'en utilisant ces 2 paramètres qui sont très différents, hein, le nombre de microbules et la vitesse, on arrive dans tous les cas à bien voir la différence. Alors les perspectives, bah, elles sont, il y en a énormément en fait parce que c'est finalement là ce qu'on a pu faire en fait, c'est mettre en évidence qu'on était capable de voir des flux sanguins dans les parois artérielles, donc voir le vasovasorum ici, ce qui est vraiment pas évident à voir habituellement. Et donc on peut ici continuer en fait à essayer d'utiliser cette technique pour déjà comprendre mieux en fait cette microcirculation. Par exemple ici, enfin, c'est assez mal connu, mais il y a une partie du vasovasorum qui vient plutôt, qui est connectée plutôt avec la partie interne en fait, du vaisseau, ou d'autres qui sont plutôt avec la partie externe. Là, vous voyez, en traquant juste à l'œil les microbules, on en voit énormément là, qui viennent de l'intérieur en fait. Donc on voit cette partie-là déjà très facilement. Et on en voit également qui viennent de l'extérieur. Donc on peut continuer à utiliser cette technique pour aller un petit peu plus loin dans l'exploration. On peut également utiliser cette technique sur d'autres organes, bien sûr, et puis d'autres maladies. Par exemple, là, on a commencé à le faire sur des plaques d'athérosclérose pour aller quantifier la microcirculation dans les plaques et voir si on peut utiliser ça comme un facteur de risque de rupture de la plaque. Et voilà, donc j'ai fini, donc je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Impressionnant. Hein, je pense que là, on va tous il va y avoir un petit temps de silence comme ce matin, le temps qu'on se remette de ces belles images. Et, bon, je vais commencer. Donc, le facteur limitant dans ces histoires de Doppler, c'est d'arriver jusqu'au vaisseau. Autrement dit, les vaisseaux que vous avez faits et tout ce que vous avez fait sur le cerveau, même sur le cœur, c'est pas très loin de la paroi. Est-ce que c'est un problème d'augmenter la distance par rapport à la paroi? Et si oui, comment est-ce que ça va se résoudre? Alors la distance par rapport à la paroi C'est-à-dire la de sonde, voilà, parce que j'ai cru comprendre oui. que ce que vous avez fait là sur les coronaires, ça fait rêver tous les cardiologues, mais Mmh. le problème, c'est que pour obtenir ça chez un homme, c'est probablement un peu plus compliqué parce que on est plus loin de la paroi, j'imagine, ou je dis une bêtise? Non, non, vous avez complètement raison. C'est vrai que pour l'instant, bon, ça c'est sur la partie coronaire, hein, c'est preuve de concept sur le petit animal, donc avec des dimensions de cœur qui font 1 à 2 centimètres, hein, max. Hem, En fait, bon, la réponse elle est pas simple parce qu'on l'a pas encore fait, hein, sur des cœurs humains. On est en train de le faire sur un modèle de cochon, déjà, pour avoir déjà des dimensions un petit peu plus larges. Et alors ce qui se passe, c'est qu'on change d'échelle, mais on change tout d'échelle. C'est-à-dire on change la fréquence des ultrasons, on change, un petit peu l'ensemble et donc, finalement, on arrive, à reproduire un petit peu ce qu'on voit là. On ne sait pas encore si on va être capable d'aller jusqu'à 10 microns, hein, sur la résolution, mais on voit qu'on va être capable quand même de descendre vraiment, vraiment beaucoup, hein, en résolution. Dans l'application sur le cerveau, là, vraiment, on image plus d'une dizaine de centimètres en profondeur et alors c'était que du 2D, hein, donc on n'était pas encore en 3D, mais on arrive vraiment à estimer des vaisseaux de l'ordre de entre 10 et 20 microns, quoi. Ouais, même à 10 centimètres, hein. Et alors, avec le Takayashu, c'était quoi comme artère? C'était Alors, des. la Takashud, c'est les artères de carotide, hein, carotidiennes. Donc là, c'est des artères qui sont à 2-3 centimètres de profondeur, hein, max, plus superficielles. Donc, c'est plus facile, hein, bien sûr, dans ces cas-là. Mais la complexité, là, c'est vraiment que la proximité en fait, de l'artère et des micro-vaisseaux avec le flux principal rend les choses extrêmement difficiles parce que finalement, il y a des millions de bulles, hein, qui passent dans le vaisseau, alors qu'il n'y en a que quelques-unes, hein, qui passent dans la paroi.
Et donc, une des grosses problématiques de la technique, c'est qu'il faut attendre beaucoup de temps pour avoir la chance de voir passer ces bulles dans les petits vaisseaux. Et donc, il ne faut pas bouger, ou alors il faut trouver des techniques pour corriger le mouvement. Et donc, je dirais que c'est vraiment là la principale difficulté aujourd'hui, c'est de trouver des méthodes plus rapides, en fait, pour voir ces vaisseaux. Et sans travailler sur des vaisseaux qui sont un peu plus loin, comme la Horte, par exemple, c'est quelque chose que vous avez, j'imagine que ça fait partie des plans à l'évidence. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez commencé à faire et Alors, comment vous la avez... Horte, non, on n'a pas du tout commencé à regarder, hein, ouais. Là, c'est un petit peu le même problématique que sur le cœur, hein. Il nous faut des sondes qui sont beaucoup plus basse fréquence, avec des champs de vue plus larges. Mais c'est quelque chose, oui, qu'on pourra tester dans l'avenir. Ouais. Tout le monde est une sidération, là. Non, parce que c'est vraiment merveilleux comme image, hein. On a l'impression qu'on accède à des données. Alors, en fait, il y a la façon dont on montre les images est aussi vachement importante parce que, comme vous l'avez dit, on accède à énormément de données. Donc, on a, pour une acquisition, souvent, on a en gros 20 gigaoctets hein, de données. C'est un DVD en fait, hein. C'est un DVD et dedans, on va en extraire en fait des informations. Ça peut être la position des bulles, la vitesse, etc. Et à la fin, l'image qu'on montre, eh ben, on essaie de mettre le maximum d'informations. Donc, c'est pour ça que vous avez vu là les images où on voit des espèces de particules qui bougent, des choses comme ça. Et donc, il y a une problématique derrière, c'est d'aller exploiter en fait ces données pour l'associer au diagnostic et puis pour que ça serve à quelque chose, quoi. On a l'impression que pour les plaques d'athérome, je ne sais pas du tout ma spécialité, mais que dans les plaques d'athérome, effectivement, on imagine que quand il y a des micro-vaisseaux à l'intérieur de la plaque, c'est moins stable que quand il n'y en a pas. Ah oui, Que... c'est effectivement une des hypothèses qui est assez admise. Et donc, nous, on a commencé à imaginer un petit peu ces micro-vaisseaux. Donc, on n'en voit pas tout le temps, hein, effectivement. Donc, il y a quand même des patients chez qui c'est beaucoup, beaucoup plus prononcé que d'autres. Euh, et une des problématiques aussi sur les plaques d'athérosclérose, c'est très hétérogène et puis la géométrie est très compliquée, hein. Donc, c'est pour ça qu'on essaye aussi de développer cette approche 3D pour avoir une vue d'ensemble en fait, de la plaque et d'identifier un petit peu tous les vaisseaux qu'il y a dedans. Une coupe, souvent, n'est pas forcément très représentative hein, de ce qu'on peut voir. Des questions? Ah oui, pardon. Le stage de la souris, là, et que ça s'éclaire sur le cerveau, là, c'est quoi? C'est la sensibilité de ce qu'elle ressent, c'est la démangeaison. Vous avez une idée de ce à quoi ça correspond? Oui, oui, c'est vraiment la partie sensorielle, hein, le D'accord. cortex somatosensoriel là, qui répond. Alors, c'est des stimulus hein, qu'on a fait dans différents types d'applications, donc des stimulus visuels aussi, ça marche très bien, des stimulus moteurs aussi. Donc, par exemple, si vous leur montrez quelque chose, vous avez le cortex occipital qui va s'allumer, etc. Oui, Non, mais tout à fait. Ouais. l'application chez l'homme, ça peut être par rapport à des je sais pas, par exemple, de cécité, de savoir si Mhm. c'est postérieur, si des choses comme ça. Oui, il y a ce genre d'application. Il y a d'autres applications, je ne suis pas rentré dans les détails ici, mais on peut aussi faire de l'imagerie resting state, en fait, juste de l'activité au repos. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous permet en fait de corréler l'activité fonctionnelle entre les différentes régions du cerveau et sans aucun stimulus, de pouvoir avoir une espèce de code barre en fait, de ce qui se passe à l'intérieur du cerveau. Et on a commencé à le voir en néonate, chez des bébés, pour suivre en fait, la maturation du cerveau et voir que finalement comment les zones se connectent entre elles. Souvent, c'est compliqué d'aller faire de l'IRM fonctionnel hein, chez les bébés, par exemple. Et là, en fait, on voit très, très bien la connectivité et on a identifié, notamment chez des bébés avec des retards de croissance, des altérations en fait, de l'acte de connectivité fonctionnelle. Donc, en fait, il y a énormément d'applications hein, de ce genre de technique. Sur l'homme, il y a aussi des applications péropératoires au moment de la chirurgie cérébrale pour identifier les zones fonctionnelles. Et voilà. Et en fait, ce que je n'ai pas dit là, c'est que la difficulté principale pour nous, c'est de faire de l'imagerie à travers le crâne sur l'homme adulte. Ça, aujourd'hui, on n'y arrive pas encore. On y arrive, mais c'est avec une qualité très très mauvaise, hein, qui n'est pas suffisante pour faire l'imagerie fonctionnelle. Et donc aujourd'hui, on est quand même, les applications cliniques sont restreintes, surtout
au bébé, parce que Voilà, la donc pour fontanelle les- n'est pas. Pour le pas rendu permanente. ossellaire, où on a à un moment donné fait des IRM au biberon, c'est-à-dire dans les 4 premiers mois pour dépister des malformations artério-veineuses Mhm. cérébrales, on pourrait imaginer ce type de sonde échographique qui dépisterait les. Ah oui, tout à fait. Mais Ouais. c'est quoi la disponibilité, je dirais, pour le commun des radiologues dans ces centres hospitaliers de vos outils? Ah bah, là, typiquement, en néonat, c'est de la réa avec des radiologues qui sont C'est des trucs extrêmement que disponibles les et centres qui viennent faire hospitaliers une peuvent écho acheter. tous les jours. Oui, c'est un système d'échographie. Hein. Ouais. Moi, j'avais un commentaire. Merci, Mathieu. D'abord, c'est un plaisir et une chance, vous avez bien compris, qu'on a de pouvoir collaborer. En fait, ce qui est fort, c'est les concepts physiques nouveaux que vous apportez et qui vont plus vite que nos raisonnements à nous. C'est-à-dire que finalement, on le voit bien, ça arrive sur le marché avec des capacités et on ne sait pas quoi proposer en termes d'évaluation en clinique, parce qu'en fait, ça dépasse un peu ce à quoi on pouvait s'attendre. Mais effectivement, je pense derrière moi, là, toutes les équipes qui font des malformations intracrâniennes, c'est que, comme tu disais, on a accès au flux. Il n'y a plus le problème de l'angle avec le Doppler, donc on a accès au vecteur vitesse en tous les points du vaisseau, donc au wall shear stress, aux flux qui font des vortex, etc. Et effectivement, le challenge pour nous, en fait, c'est de savoir quoi proposer comme évaluation et projet, dans quelle pathologie, pour mettre en application ces outils-là, en fait. Donc, dans le Takayasu, on avait saisi l'opportunité parce que c'est une grosse paroi artérielle. Donc, c'était ça l'intérêt, parce qu'effectivement, là, quand on s'attaque actuellement aux plaques d'athérome, déjà, c'est quand même moins gros qu'une artère de Takayasu. Et du coup, c'est plus difficile aussi, parce que ça bouge autant, mais c'est beaucoup plus petit. Mais pour nous tous, effectivement, c'est de savoir comment positionner finalement, ces nouveaux outils pour en faire des études et voir un peu les différences. Il y a une question de Sophie Dupy-Giraud donc qui n'est pas là, mais qui est là-bas, et qui est une grande spécialiste du rendu ossellaire, donc des fistules artério-veineuses, et qui pose la question de l'utilisation éventuelle de ces outils dans les fistules artério-veineuses superficielles. Alors pas là, si vous j'ai avez pas de déjà réponse, fait, mais je pense que oui, ça serait super utile. Hein. Après, je pense que tout le monde est réveillé, là, ça y est. Et il va falloir se limiter un peu. On entend, oui. Merci vraiment pour cette image qui est magnifique. On avait fait des essais avec ces systèmes de microbules à Toulouse il y a des années, enfin, il y a 6-7 ans pour essayer d'imager les lymphatiques et ce n'était pas possible à l'époque et je voudrais savoir si maintenant on y arrive. Alors pour imager Les lymphatiques, Les vaisseaux lymphatiques. chez la souris. Alors non, ça c'est des choses qu'on n'a pas testées. La réponse est forcément oui, mais la question est quand? Des flux très lents. C'est une question de taille. Ouais. Avec les images qu'ils prennent pendant une... Est-ce que les microbules vont dans les lymphatiques? Elle n'y allait pas il y a 7-8 ans. Ah oui, d'accord. Oui, alors ça, c'est effectivement une autre limitation que je n'ai pas parlé, c'est la taille des microbules, hein, qui sont, c'est de l'ordre de 4 microns à peu près. Et donc, ça reste vraiment dans le réseau vasculaire. Oui. Une dernière question? Oui. Le gros problème avec l'ultrason, c'est le franchissement du calcium. Et les plaques athéromateuses sont très souvent calcifiées. Est-ce que vous avez des astuces, enfin des moyens de franchir ces blocs calcaires, en fait, qui sont souvent sur les bifurcations carotidiennes? Oui, alors c'est une très bonne question, parce que c'est vrai que c'est un des gros problèmes pour les plaques d'athérosclérose. Aujourd'hui, on n'a pas de moyens magiques pour faire ça, mais on y travaille. Il y a des possibilités en fait d'aller corriger localement ce genre d'aberration en fait qui est provoquée par ces plaques. Donc il y a un problème d'atténuation, de réflexion en fait au niveau du calcium, et puis d'aberration de l'image qui fait que l'image derrière en fait est un peu floue, pas très belle, ça. Et dans notre équipe, en fait, on travaille beaucoup sur des techniques d'amélioration des aberrations comme ça, qu'on n'a pas encore poussé jusqu'au bout hein, sur les plaques d'athérosclérose, mais qu'on va essayer, oui. Eh bien, merci beaucoup de nous Merci. avoir fait rêver. Puis on va réfléchir à la façon dont on a bien compris la question se posait, c'est vous nous offrez des trucs, comment on les utilise. Voilà, donc on va réfléchir à vous proposer des projets. Si au cas où vous vous en metteriez.
Je suis pas sûr que vous embêtiez, mais bon.